Bonjour et bienvenue dans Ferme ta Goule. Cette fois-ci on reprend un concept qui ressemble pas mal aux 100 questions qu'on avait fait pour le premier épisode, mais on va changer un peu les choses et on va faire le tag portrait chinois. Alors qu'est-ce qu'un portrait chinois? C'est fort probable que vous en ayez déjà fait ou déjà croisé ou déjà entendu ou déjà vu sur internet. Un portrait chinois c'est, je sais pas, si tu étais une chose, un animal, peu importe un concept, voilà, qu'est-ce que tu serais? Et donc c'est à toi de répondre. À ton avis, si tu étais un bonbon, qu'est-ce que tu serais? Si tu étais une saison, qu'est-ce que tu serais? Alors, c'est assez banal dit comme ça a l'air assez con. Ça l'est. Comme ça vous êtes prévenus aussi, c'est très con. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être marrant parce que je vais un petit peu modifier le concept. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser des questions un peu à la con, qu'est-ce que tu serais si t'étais une saison ou un bonbon comme dans les exemples que j'ai donnés, on va aller chercher sur un site qui s'appelle portrait-chinois.com et qui regroupe des portraits chinois selon des thématiques. Alors je vais piocher complètement au hasard en répondant à la première question sur lesquelles mes yeux vont tomber. Donc on va peut-être avoir des trucs intéressants, des autres peut-être pas. Je vais essayer d'être concis aussi pour pas que ça dure non plus 15 heures comme pour les 100 questions. Voilà, déjà 1 heure, j'ai trouvé ça un peu long, mais vous avez tenu et vous avez apparemment apprécié le concept. Donc c'est pour ça que je refais ce petit concept-là. Dans les thèmes, nous avons des questions sur la nature, sur l'art, enfin les arts en général, sur la géographie, sur l'histoire, sur les sports, sur le cinéma et les télévisions, ce que je risque beaucoup de répondre d'ailleurs, la musique aussi, ça risque de m'intéresser, la littérature, qui sera intéressant aussi je pense, même si je connais pas grand chose, les technologies, donc là on verra un peu quel type de questions on va tomber, et les questions du quotidien. Donc celle-là, je vais essayer de pas trop piocher dedans, parce que ça risque de pas être super intéressant. Mais voilà le programme en gros. Allez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc on commence totalement au hasard, je vais cliquer sur nature. Ok, première question qui me tombe sur les yeux, si j'étais une plante. Ok, donc si j'étais une plante. Ceux qui me connaissent auront peut-être déjà répondu à la question, si j'étais une plante, je serais du lierre. Donc pourquoi du lierre? Là je vais pas vous le montrer, mais je m'en suis carrément fait tatouer sur moi tellement c'est important pour moi. Donc c'est pour ça que c'est bizarre d'être tombé sur cette question en premier. Pourquoi le lierre? Parce que tout simplement c'est un amalgame de plein de symboliques pour moi. J'avais promis que je serais concis, ça va être très dur sur cette question. Donc oui, plein de symboliques différentes. Donc déjà il y a le fait de s'accrocher à ses racines et de pousser malgré la difficulté, parce que le lierre est une plante qui pousse n'importe où. Je trouve ça très esthétique aussi, je trouve que ça embellit un mur quand ça pousse le long du mur sur les pierres notamment. Donc je trouve que c'est une plante qui a beaucoup de vigueur, qui a beaucoup d'énergie, qui est très très belle esthétiquement tout simplement. En plus, c'est considéré comme une mauvaise herbe parce que ça étouffe un petit peu les autres plantes et c'est vrai que c'est pas hyper productif pour la nature. Et donc j'aime bien ce côté mauvaise herbe qui pourtant a été reprise par la royauté française notamment, donc pas mal de fois dans les œuvres picturales ou dans les symboliques ou dans les armoiries ou les choses comme ça. Donc le fait qu'une mauvaise herbe puisse arriver jusqu'à la royauté, voilà, il y a un petit côté punk qui me plaît bien, ce petit côté même si tu es par essence quelqu'un qui vient du bas, en gros, de la chaîne alimentaire et de la chaîne sociale, n'hésite pas à avoir quand même une envie de pousser, n'hésite pas à avoir une envie de t'accrocher, de pousser jusqu'au sommet. Voilà, j'ai essayé de faire concis, j'ai encore plein de symboliques qui me viennent en tête, là vous êtes en train de me voir papillonner tellement j'ai l'esprit qui divague. Mais voilà, en gros, si j'étais une plante, je serais du lierre. Ensuite, on arrive à la partie histoire, et donc si j'étais une découverte. Donc une découverte historique, je suppose. Je vais répondre le premier truc qui vient à l'esprit, l'écriture. Je pense que déjà la préhistoire et l'histoire se dissocient un petit peu par cette évolution de l'homme dans la communication, par le fait qu'il se soit mis à écrire. Et donc pour moi, ouais, j'ai trouvé que dans la chronologie historique, même si ça m'étonne d'ailleurs que j'ai choisi un référent historique par rapport à l'humanité, parce que c'est vrai que pour moi l'humanité n'est pas une évolution dans l'histoire de notre planète, mais d'un point de vue de l'histoire de l'homme, ouais, l'écriture nous a permis vraiment de communiquer, d'évoluer les uns vers les autres,
même si c'est aussi les uns contre les autres malheureusement. Mais voilà, je pense que l'écriture a fait un gros palier dans la communication à l'étranger aussi, et petit à petit on a réussi à faire des structures politiques qui n'ont pas toutes fonctionné, loin de là, même il n'y en a aucune qui a fonctionné jusqu'à maintenant je trouve, mais voilà, on a réussi un petit peu à faire de l'homme ce qu'il est. Allez, on passe à la partie cinéma et séries télé, parce que c'est celle que j'avais sous la souris, je vous promets, je triche pas. Et première question, si j'étais un dessin animé. Donc si j'étais un dessin animé, ça demande un peu de réflexion quand même. Alors oui, il y a une distinction qui va être faite tout le long de cette vidéo, ça va être de dissocier les trucs que j'aime des trucs que je pourrais être. C'est-à-dire là, ça va être quelque chose qui me représenterait si j'étais un dessin animé. Parce qu'il y en a plein là qui me viennent à l'esprit que j'aime beaucoup. Des trucs complètement délirants, genre je sais pas, Bob l'éponge, des trucs comme ça qui me font marrer. Et du coup, ouais, je vais rester un peu dans cette extravagance. Je vais dire Oggy et les cafards. Alors Oggy et les cafards, pourquoi est-ce que je trouve que ça me ressemble et pourquoi j'aimerais être un dessin animé comme ça? C'est déjà parce que je trouve que le concept franco-canadien fonctionne très bien. Et Oggy et les cafards me plaît beaucoup dans ce sens que c'est l'extravagance même. C'est-à-dire qu'on a un petit peu le côté cartoon de Warner, enfin les cartoons vraiment à l'ancienne américain, quoi, avec toute cette extravagance, l'opulence de costumes, les faits que tout change en une fraction de seconde, etc. Mais il y a un côté loufoque en plus, et un côté, je saurais pas te dire. En fait, ouais, c'est le fait que ce soit complètement extravagant, que les gags arrivent de nulle part. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui me plaît. Par exemple, dans les cartoons là qui me viennent à l'esprit, il y a Bip Bip et Coyote, que j'adore, qui est un cartoon génial, mais que je trouve me représente pas dans le sens où, les gags, même si nous, c'est à force de les voir qu'on s'y est fait, les gags sont plus ou moins téléphonés. C'est-à-dire que quand il commence à prendre un carton de dynamite, même si on sait pas encore exactement comment ça va lui péter à la gueule, on sait que Coyote va se prendre de la dynamite dans la tronche. Alors que avec Oggy et les cafards, j'ai énormément de mal à anticiper ce qui va se passer. Et donc des fois, les proportions géographiques prennent une ampleur folle, les personnages sont complètement barrés, Oggy, c'est complètement une victime de ce qui lui arrive. Et donc ouais, moi je trouve que ça me ressemblerait assez, de ce côté on peut pas anticiper, ce côté complètement extravagant, plein d'humour, plein de petites choses qu'on s'attend pas, sans avoir forcément un sens profond caché, mais on peut quand même aller en chercher un. Voilà, je trouve ça compliqué tout en étant sous le plus simple appareil possible, et le petit côté cartoon très humoristique qui me plaît beaucoup. Allez, on passe à la partie musique, histoire d'enchaîner un petit peu avec cinéma et séries télé, tiens. Si j'étais un instrument de musique, ça c'est une très bonne question. Y en a quand même pas mal d'autres qui m'ont accroché le regard, genre si j'étais un groupe de rock, etc. Peut-être qu'on les fera après. Mais si j'étais un instrument de musique, je pense que je vais quand même partager mon premier amour, le violon. J'en joue pas, je suis absolument nul au violon, et pour moi c'est un petit peu comme un objet sacré que j'ose pas toucher. Pourtant j'en ai un, mais voilà, j'ose pas trop jouer dessus parce que j'idéalise énormément cet instrument, et voilà, et là c'est peut-être plus l'instrument que je voudrais être du coup, tu vois. Mais oui, le violon a une subtilité à l'oreille que je trouve magnifique. Il suffit autant tout seul que qu'en orchestre, où là il est complètement magnifique. Quand ils sont plusieurs, c'est sublime. Mais ouais, c'est un instrument subtil qui peut composer des choses, qui peut jouer des choses simples, tout en jouant aussi des choses rythmées. Enfin, il a un panel de jeux qui est tellement extraordinaire. On peut vraiment jouer de tout sur un violon, je trouve. Même si je pense que les sonorités un peu soul, un peu blues, un peu jazz demandent un certain niveau de technique, en tout cas pour réussir à les rendre sur un violon. Mais voilà, on peut jouer autant des tempos soft, des musiques douces, que des musiques rythmées et très entraînantes. Et oui, je pense que le violon correspond assez pour ce côté exhaustif. Pour moi, le violon représente la musique au sens large. Et si je pouvais être un instrument, je serais quand même très content de pouvoir me définir comme ça, de dire que je représente absolument toutes les autres musiques possibles. Et donc ouais, c'était la petite minute, je me la pète. Bon allez, on va rester dans la partie musique. Donc la question c'est si j'étais une musique de film.
Alors là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est parce que j'en ai parlé assez récemment, mais en fait, ça prend un peu sens là dans ma tête. Vous voyez, je suis vraiment en activité sur cette vidéo parce que je lis la question et je dois y répondre à peu près en même temps, donc ouais, tout se chamboule un petit peu dans ma tête. Ouais, c'est la musique du film The Final Cut. Pas Final Cut, The Final Cut, avec Robin Williams, le regretté Robin Williams. Pourquoi cette musique que vous connaissez peut-être sûrement pas, en fait. Je vais essayer d'en mettre un court extrait dans la vidéo, mais j'ai peur que YouTube me censure une nouvelle fois. Donc je vais vraiment le mettre en fond là pendant que je parle, tu vois. Du coup, ma voix, elle va couvrir un peu la musique, essayer de faire un petit peu attention à ce qui se passe derrière. Mais la musique de The Final Cut, elle est très mélancolique. Elle est très cohérente, à peu près tout le film, c'est du piano avec du violoncelle essentiellement et quelques petites touches de composition moderne, etc. Mais c'est très cohérent, les morceaux se ressemblent assez les uns aux autres et je sais pas pourquoi ça me parle dans le sens où je me verrais bien être cette musique-là. C'est tout simplement que si je devais être une musique de film, l'important pour moi ce serait de coller à ce qui se passe dans le film. Tout simplement. Je trouve que le défaut de beaucoup de musique de film, en fait, c'est d'essayer d'accompagner la scène, d'accompagner une scène d'action, d'accompagner une scène romantique ou une scène calme. Mais c'est plus un personnage qui s'ajoute à la scène, je trouve, la musique, que vraiment quelque chose qui s'infiltre dans la scène, qui est vraiment le petit truc en plus. C'est un reproche que je fais régulièrement parce que j'ai un lien particulier à la musique de film, je trouve. Mais là, dans The Final Cut, la musique n'est pas un personnage à part entière, c'est juste ce qui pourrait jouer dans la tête du protagoniste du film. Et je trouve ça vraiment balèze d'avoir réussi ce niveau de cohérence, de confusion même entre la musique et les scènes du film. Et voilà, si j'étais une musique de film, je voudrais atteindre ce niveau de perfection entre la liaison musicale et l'action. Pour les termes techniques, en fait, je voudrais pas être une musique extra-digitique. Je voudrais être une musique tellement en confusion avec ce qui se passe dans le film que je voudrais être une musique diégétique. Littérature... Ah cool, il y a de la BD aussi. Bah du coup, voilà, si j'étais un manga... pourquoi je choisis manga là comme ça de but en but, c'est tout simplement parce que ça va me donner l'occasion de parler d'un style de manga que les gens connaissent très peu et qui pourtant me tient à cœur parce que j'ai que ça dans ma bibliothèque. En fait, ce sont des manhwa. Qu'est-ce que les manhwa? Les manhwa, en fait, c'est des mangas coréens. Grosso merdo, c'est la même chose. C'est manga par définition, c'est des dessins rapides dans des recueils souples. C'est un petit peu de la définition qu'on trouve sur Wikipédia, etc. Un manhwa, c'est la même chose, sauf que déjà, c'est coréen. Deuxièmement, les thématiques choisies sont en général plus obscures ou plus réalistes. C'est pas forcément pessimiste comme œuvre. Il y a des manhwas qui sont humoristiques, il y a des manhwas qui sont rigolos, quoi. Mais dans l'ensemble, ils choisissent des thématiques quand même assez dures. Moralement, ou socialement, ou humainement. J'ai lu beaucoup de manhwas assez difficiles. Et voilà, et cette question me permet déjà de vous parler des manhwas et de vous proposer de vous renseigner sur les manhwas. J'ai quelques noms, si ça vous intéresse dans les commentaires, je pourrais vous donner quelques noms de manhwas à lire. Mais ça me permet de parler de Chonchu. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, Chonchu peut-être à la française, ou je sais pas, je parle pas coréen. Je suis désolé pour la prononciation si c'est pas la bonne, mais Chonchu, c'est peut-être le premier manhwa qui m'a initié à la chose. J'étais dans l'adolescence, je crois que j'étais autour du collège, lycée quand j'ai commencé à en lire. Et là ça a été le coup de cœur, et en fait, autant dans le scénario, que dans la minutie des dessins, que dans l'évolution du scénario, et de la psychologie des personnages, j'aimerais beaucoup être ce manhwa parce que je le trouve abouti. C'est du médiéval fantastique, donc j'adore, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Le protagoniste a une part d'obscurité qu'il ne comprend pas lui-même, c'est une thématique qui me plaît énormément. Et en plus, c'est une œuvre inachevée. Et ça, pour moi, ça compte. Ça rejoint un peu cette idée du lierre, vous savez, quelque chose qui est pas, qui aspire à devenir autre chose, qui aspire à évoluer. Bah, je sais pas pourquoi ça me parle énormément. Et le fait que Chonchu n'ait jamais été terminé officiellement, parce que j'ai 20 tomes, je crois. Il y a 20 tomes.
Mais l'histoire s'est arrêtée là. Le dessinateur a évolué maintenant vers d'autres séries que je suis aussi d'ailleurs. Il a fait Jackals entre-temps, et puis là il fait Warlord, etc. Mais voilà, je sais pas, les éditions ont pas reconduit la chose, ou lui-même a arrêté d'écrire ou de dessiner du shoujo, ce qui fait que bah ça s'est un peu arrêté en queue de poisson, et c'est quelque chose qui me plaît malgré tout. C'est-à-dire que même si je voudrais savoir la fin de l'histoire, savoir ce qui se passe vraiment, le fait que ce soit inachevé, ça me laisse moi gamberger et imaginer la suite. Et si j'étais un manga, si j'étais une BD, si j'étais une œuvre en général, j'aimerais avoir cette possibilité d'appartenir à celui qui me lit ou à celui qui me vit. Voilà. Laisser l'opportunité à l'autre de s'approprier ce que je suis. Allez, on va aller dans les questions d'art. Si j'étais une cathédrale. Si j'étais une cathédrale, je me suis jamais posé la question, hein. J'avoue que les portraits chinois ont un peu cette particularité-là. Si j'étais une cathédrale, il y en a beaucoup des cathédrales magnifiques, surtout en France. Je trouve qu'on on a été énormément influencé par la religion catholique et chrétienne en particulier. Ce qui fait que j'aimerais beaucoup être la cathédrale de Reims. Je sais pas pourquoi. J'y suis jamais allé, mais à chaque fois que je la vois en photo, je la trouve très très belle. Voilà, ça va être la première réponse courte de ce portrait chinois. Tenez bon. Allez, sport. Si j'étais une équipe NBA, j'y connais pas grand chose, hein, donc je pense que la réponse va être un peu celle de 80% des gens. Mais voilà, enfin, je m'appelle Jordan, c'est mon prénom, c'est pas mon nom de famille. Mais du coup, je vais dire les Bulls, les Chicago Bulls, parce que déjà, c'est la seule équipe dont je connaisse à peu près le palmarès. Grosso merdo, hein, vraiment. Et puis, c'est l'équipe de Jordan, c'est l'équipe du numéro 23, c'est vraiment l'équipe qui a tellement bien fonctionné dans leurs grandes années, des années 90, qui a aussi marqué mon enfance avec des conneries comme Space Jam, etc. Donc voilà, je vais dire les Chicago Bulls. Allez, on va aller dans le quotidien pour essayer de voir... Waouh, là, il y a beaucoup de questions. Si j'étais un mot... Si j'étais un mot... résumer une personnalité complète à un seul mot... c'est un mot qui me vient régulièrement parce que je trouve pas d'autres mots à mettre à la place. Je sais pas, dans une situation, par exemple, je dirais « Ce film était assez... » Et voilà, et là je passe des mots qui n'ont rien à voir. Des fois je dis ambidextre, des fois je dis abscon, des fois je dis nonobstant, jouxtant, vous voyez, des mots qui sont complètement hors de propos. Et le mot qui vient assez régulièrement quand je pense à ce genre de conneries, c'est bisextile. Du coup, voilà, c'est celui qui me vient, parce qu'il y a bi, il y a sexe, et il y a textile, enfin il y a extile. Du coup, il y a plusieurs concepts en un mot, la prononciation me plaît beaucoup, il y a plein de concepts à l'intérieur de ce même mot, c'est un événement assez rare dans sa définition réelle, dans le fait des années bisextiles, voilà. Du coup, je le trouve assez singulier, ça me plaît bien. Bisextile. Bon, vu qu'il y en a beaucoup, je vais rester dans le thème quotidien, parce que, enfin vraiment, il y a au moins 4 pages de questions. Si j'étais la femme idéale... Déjà, je sais pas si elle existe. Puisque toutes les femmes sont idéales. Non, je rigole. Si j'étais la femme idéale... Bah là, je sais pas, du coup, j'en ai pas qui me viennent en tête, j'en connais pas personnellement, à part ma maman. Si j'étais la femme idéale... Bon, je vais plutôt dire si j'étais la femme idéale, quel type de femme je serais. Je sais pas répondre à cette question. Donc si j'étais la femme idéale, je pense que... D'une part, j'enverrais chier les gens qui me prennent pour un bout de viande, ce que beaucoup de femmes commencent à faire d'ailleurs et que je trouve très 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 bien, c'est une bonne évolution de la société, que les femmes prennent parole et n'aient plus peur de se prendre une torgnole en public en répondant à des connards qui les prennent pour ce qu'elles ne sont pas. Donc ouais, si j'étais la femme idéale, déjà j'ouvrirais ma gueule quand il le faut. Si j'étais la femme idéale, j'agirais comme j'en ai envie, c'est-à-dire un peu comme moi je fais en tant qu'homme en fait.
je boufferai ce que je veux, je m'habillerai comme je veux, je suivrai le train de vie que je veux, et j'écouterai pas plus que maintenant l'opinion d'autrui. Certes, c'est facile à dire. Je dis pas que je le ferai facilement, aussi facilement que je le fais en ce moment. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile à vivre. Déjà là, en tant que mec, c'est pas hyper simple de vivre comme on le sent. Qu'on s'entende, hein. Qu'on fasse pas du féminisme genre les mecs ils ont la vie parfaite et les femmes elles en chient. Non, on en chie tous. On est tous dans la même merde. Mais les femmes ont beaucoup plus de réprimandes de la part de la société, de la part du regard d'autrui, de la part du propre regard qu'elle se donne à elle-même, parce que depuis toute petite, elle se dit qu'il faut qu'elle corresponde à une certaine façon d'être, etc. Ça non plus, ça n'est pas exhaustif, toutes les filles sont pas comme ça, et heureusement, elles ont pas toutes grandi dans un contexte d'éducation hyper formaté, heureusement. Mais voilà, je sais qu'en général, une fille qui, je sais pas, comme moi par exemple, c'est un peu sapée n'importe comment, ou a pas pris de douche dans la journée, ou c'est pas maquillée, ou dit des gros mots, ou je sais pas. Peut-être que ses amis la jugeront pas parce qu'ils savent qu'elle est comme ça, mais la société quand même va vraiment lui faire comprendre qu'il faut qu'elle se reprenne en main, hein, quand même, c'est pas très bien. Alors qu'un mec qui s'est pas rasé depuis 2 semaines, on s'en tape, quoi. Voilà, c'est des petits points de détail dans le quotidien. C'est que des petits points de détail. Mais quand vous avez un quotidien qui est entièrement fait de points de détail, croyez-moi que c'est clairement pas facile. Et je parle pas en mon nom, je parle en nom de personne d'ailleurs. Si vous voulez vous exprimer sur le sujet, vous avez les commentaires pour ça. Je dis juste que si j'étais une femme idéale, je ferais tout pour être un exemple pour que les autres femmes soient comme moi. Ça va? Ça devrait aller. Bon, je suis encore dans le quotidien parce que c'est vrai qu'il y en a quand même une grosse chier, hein. D'ailleurs, s'il y en a que vous voulez copier-coller dans les commentaires pour que j'y réponde, on peut aussi se faire la suite de la vidéo ensemble, hein, y a pas de souci. Là, j'en ai un en fait que j'ai juste croisé et que je vais sélectionner volontairement. C'est si j'étais un bijou. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai ma cousine jumelle, ma cousine que j'adore, qui est bijoutière tout simplement. Et en fait, je lui ai fait une commande qui me tient vraiment à cœur. Et que si j'étais un bijou, je voudrais être un bijou comme ça. Le bijou que je lui ai demandé, et qu'il devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, le bijou que je lui ai demandé, c'est tout simplement quelque chose de très thématique. Ça vient du film que vous voyez derrière moi, La planète des singes, la nouvelle génération là. César à un moment donné se place dans une fenêtre, dans l'endroit où il vit, dans l'endroit où il est éduqué, dans l'endroit où il grandit. Il a une fenêtre au grenier qui lui permet de voir le monde extérieur. Et donc de se faire sa propre opinion de ce qui se passe dans le monde réel. Et si cette réponse est super longue, c'est tout simplement parce que cette fenêtre a une forme particulière qui, à un moment donné, dans le film où César se trouve enfermé, voilà, je vais essayer de pas spoiler, se trouve enfermé, il le dessine sur le mur de la cage où il se trouve, et ça lui permet d'imaginer qu'il y a quand même un monde en dehors et de garder l'espoir. Et le fait qu'un singe, aussi intelligent soit-il, le fait qu'un singe comprenne que cette symbolique-là représente la vie au-delà de son existence propre, je trouve ça tellement beau que j'en avais besoin de le porter sur moi. Et pas de me le faire tatouer comme je me suis fait tatouer hier. Là, j'avais besoin d'un bijou, de quelque chose que je puisse toucher, de quelque chose qui représente ce contexte-là et que je puisse avoir avec moi. Et donc si j'étais un bijou, je serais ce genre de bijou qui a de l'importance pour celui qui le porte, qui n'est pas juste la propriété esthétique, qui a toute une définition derrière. Et je fais toujours en sorte que les bijoux que je porte, les choses que je porte sur moi, aient un petit peu cette dimension supérieure de leur utilité pratique. Ça devient hyper philo ma vidéo. Allez, on va revenir dans cinéma et séries télé parce que ça m'amuse. On va aller tout en bas, voilà. Et donc, si j'étais un personnage de Friends, donc la série Friends, je sais pas si... Enfin, tout le monde la connaît, je sais. Je sais pas après si vous l'avez tous vue
J'espère. Si c'est pas le cas, foncez la voir parce que j'ai pas trouvé d'équivalent aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui essayent, genre The Big Bang Theory, genre How I Met Your Mother surtout, qui est vraiment dans la même branche. Mais l'égaler, c'est quand même assez chaud parce que c'est vrai que dans le contexte, c'était une série énorme. On n'est pas là pour ça. Si j'étais un personnage de Friends, lequel je serais? Chandler. Ça va peut-être étonner personne. Mais je trouve que Chandler est vraiment en fait, le ciment qui colle les deux groupes, le groupe de filles et le groupe de mecs ensemble. Sans Chandler, bah déjà, il y aurait beaucoup moins d'humour. Il y aurait beaucoup moins de retentissement parce que, bah, c'est vrai que c'est le seul vraiment à avoir un boulot tout le long de la série. Enfin, il y a peut-être une période ou deux de chômage, je crois, mais dans mes souvenirs, c'est lui qui bosse le plus. Voilà. Même si on sait pas exactement dans quoi il bosse, si il se tue à le répéter, mais voilà. Mais c'est assez cool, et je pense que ouais, Chandler, en fait, je l'aime bien, et je m'identifie assez bien à lui, dans le sens où c'est le comic relief de la série, c'est lui qui apporte toute la dimension humoristique et complètement bariolée et complètement absurde de la série. Donc il amène cette touche absurde dont je parlais avec Oggy et les cafards, mais c'est le mec le plus droit de toute la série. Dans ses émotions, dans ses relations avec les autres, il a de gros problèmes d'identité sexuelle, en tout cas avec sa mère et avec avec les différentes relations qu'il a eues. Mais même malgré ce gros problème de définition propre et cette grosse sous-estime qu'il a de lui-même, bah je trouve que c'est le mec le plus carré de toute la série, quoi. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il arrive à ressouder les autres quand ils vont pas, et voilà, il est là pour jouer tout le long de la série. Voilà, je trouve que c'est un mec qui vit autant pour lui que pour les autres, et c'est vraiment le genre de personnage que je voudrais être. Allez, on reste dans le cinéma parce que ça m'amuse. Si j'étais un personnage d'Harry Potter... si j'étais un personnage d'Harry Potter, déjà je serais Serpentard, ça c'est sûr. Non seulement pour celui qui est à côté de moi là, mais bah déjà parce que j'adore les serpents, parce que la magie des Serpentards m'intéresse pas mal. Il y a ce petit côté magie noire, ce petit côté manipulation de la magie qui m'intéresse beaucoup. C'est quand même assez exploratoire comme concept. Je serais pas un Malfoy parce que je les trouve un peu méchants gratuitement. Ils ont pas vraiment de but dans leur existence, je trouve. Même une fois que celui dont on ne doit pas prononcer le nom est là, bah il se sert des Malfoy plus qu'autre chose. Je serais pas, bon tant pis je le dis, je serais pas Voldemort non plus, parce que s'attribuer la définition du plus grand méchant de la saga, c'est hyper narcissique quand même. Peut-être que je serais plus d'ailleurs son serpent, tout simplement. Voilà, si je suis pas un Serpentard lambda qui a servi plus ou moins à l'énigme en fond de tâche dans les livres et dans les films, je serai le serpent de Voldemort. Bon tiens, ce qui me permet d'ailleurs d'aller dans la partie nature, et dans la partie nature, je découvre qu'il y a la question si j'étais un serpent. Donc du coup, bah on va enchaîner. Si j'étais un serpent, j'en connais pas mal quand même des espèces de serpents. Il y a plein de pitons, il y a plein de vipères, il y a les najas, il y a les cobras. Les najas sont d'ailleurs une sorte de cobra. Il y a les anacondas aussi, ouais, il y a les boas, il y a... Non, je suis tenté de dire le mamba noir, tout simplement parce que bah, c'est l'un des serpents les plus dangereux de la planète, si ce n'est le plus dangereux pour son venin qui libère en énorme quantité. Il a de quoi tuer plusieurs personnes dans la bouche. Il est assez grand, assez fin, il se camoufle très bien, il va extrêmement vite sur l'eau, sur la surface de l'eau. C'est un tueur né, le machin. Le mamba noir, c'est quand même l'un des serpents les plus redoutables de la planète. Mais je dirais pas ça, parce que je me sens pas moi-même devenir l'un des prédateurs les plus terrifiants de notre planète, quoi. Disons que c'est pas un but en soi. Si j'étais mamba noir, je m'en plaindrais pas, et sûrement que mon venin me profiterait pas mal. Mais j'ai envie d'être un serpent peut-être un peu plus, pas commun, mais voilà. Je pense que un python réticulé,
c'est très bien. Donc c'est assez commun comme python, hein, pour ceux qui en ont à la maison d'ailleurs. Le python réticulé, c'est peut-être le python commun. Il y a le python royal aussi, mais le python réticulé, c'est peut-être le plus commun quand on s'imagine un python. Déjà parce que ses couleurs, je vais en mettre un là, histoire que vous soyez sûr, mais les couleurs du python réticulé sont assez communs, assez banales. Il se camoufle très bien d'ailleurs dans les feuillages ou sur un sol d'herbe. Mais voilà, le python réticulé, il a ça de... c'est un constrictor, donc déjà il a pas de venin dans la bouche, il ne tue que par compression de sa victime. Ce qui moi me convient, donner la mort en faisant un câlin, ça me parle. C'est sadique ce que je viens de dire. Voilà, python réticulé me parle et c'est certainement le serpent le plus grand qui soit. L'anaconda n'est pas le serpent le plus grand, le boa, certains peuvent grandir aussi au-delà. Le python réticulé me parle beaucoup du fait qu'il a une taille extraordinaire, et pourtant, c'est un serpent ordinaire. J'aime beaucoup la dualité, dans tout ce que je serais dans les portraits chinois, il y a toujours une part de dualité, et ben chez le serpent, c'est celle-là. Allez, avant-dernière, sinon ça va durer trop longtemps je pense, on va aller en littérature et on finira par cinéma. Ça vous va ? Et puis même si ça vous va pas de toute façon. Allez, littérature. La question, si j'étais un signe de ponctuation. Si vous tapez point virgule sur Google, vous allez voir que c'est une ponctuation qui a énormément de sens pour énormément de monde. Parce que le point virgule a été repris comme concept psychologique, surtout. C'est pas un signe de ralliement comme beaucoup pensent et leur attribuent. Le point virgule, je vais aller vite. Je vais essayer de reprendre un peu les choses dans l'ordre. Excusez-moi, j'ai toutes les idées qui se mélangent encore une fois. Le point virgule représente en psychologie le fait d'avoir voulu mettre un terme à quelque chose, donc avoir mis un point, mais avoir nuancé d'une virgule dans la volonté de continuer les choses derrière. Vous l'aurez compris sûrement, en psychologie, c'est énormément attribué aux tentatives de suicide notamment, ou à la dépression. C'est-à-dire que on est arrivé à un moment de notre vie où on a eu l'idée de mettre un terme à cette vie, ou en tout cas à ce constat présent, de mettre un terme à tout ça, mais qu'une part de nous, un espoir, une volonté, une part de notre personnalité, une influence sociale extérieure aussi, nous a fait mettre cette petite virgule qui nous a amené à continuer et à se battre pour ne pas mettre un terme aux choses. Vous voyez que c'est un symbole très lourd, qui a énormément de signification pour beaucoup de monde. Et pour moi, je vais choisir donc ce point virgule, pas pour cette dimension que certains penseraient négative. C'est pas du tout, ça représente pas du tout le suicide ou la dépression, au contraire. Ça représente le fait de s'être battu pour la vaincre. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais appuyer, c'est encore une fois une nouvelle question de psychologie sociale, comme j'ai fait tout à l'heure sur le féminisme avec la femme idéale. Là voilà, arrêtez de mettre des significations sur les choses négatives parce on les cite. On peut parler de la mort, on peut parler de la dépression, on peut parler des troubles psychologiques, et certainement que dans les prochaines vidéos que je ferai, j'en parlerai plus, parce que je trouve ça triste que les gens mettent de côté tous ceux qui en sont de près ou de loin associés. Arrêtez de dire que parce que on parle de la mort, c'est quelque chose de pas bien, il faut arrêter d'en parler, surtout, faut mettre un terme à cette conversation. Non, le point virgule, c'est exactement ça. C'est arrêter de penser qu'un point négatif, que du négativisme, que quelque chose de néfaste vous absorbe et vous empêche d'avancer. Ça fait partie de la vie de pas aller bien. Ça fait partie de la vie d'avoir des proches qui meurent. Ça fait partie de la vie de penser soi-même à la mort. Que ce soit en voulant tuer quelqu'un parce que vraiment on n'en peut plus. Que ce soit d'avoir l'idée de se tuer soi-même pour la même raison, parce qu'on n'en peut plus. Ça, c'est des choses normales de la vie de tous les jours. Faut arrêter de les mettre de côté. Et ce point virgule, il représente pour moi, et pour énormément de monde, de ce que je sais, de ce que j'en ai parlé autour de moi, ce point virgule représente non pas la notion d'avoir eu un jour l'envie de baisser les bras. Il représente juste cette notion que chaque jour, depuis cette fois-là, les choses vont mieux et qu'on s'est donné la peine qu'elles aillent mieux. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur le point virgule.
Bon, on va alléger un peu les choses, on va aller dans la partie cinéma et séries télé. Dans les premières questions, il y a si j'étais un film avec George Clooney. Ah, j'ai pas le nom français en tête, je suis désolé. Du coup, je le rechercherai peut-être pour vous mettre l'affiche ici, ou voilà. Un film que je vais juste vous inviter à aller voir, parce que je vais peut-être pas trop m'étendre sur cette question-là, ça a peut-être déjà assez duré d'ailleurs. Et donc, la réponse c'est The Man Who Stared at Goats. L'homme qui fixait les chèvres. Je sais pas s'ils l'ont traduit littéralement comme ça. Mais The Man Who Stared at Goats, c'est un film complètement con. Il y a O Brother aussi, je crois, avec George Clooney, qui est un peu sur la même branche. Voilà, c'est du film absurde. C'est un film humoristique complètement barré. George Clooney a fait des bien meilleurs films, hein. Ça, c'est pas le top du top de sa carrière. Vous allez pas passer un moment inoubliable en regardant ce film, dans le sens où ce sera pas le top de votre culture cinématographique, voilà. Mais si j'étais un film de George Clooney, je voudrais être un film qui atteigne ce niveau d'absurdité. Il a fait Ave César dernièrement, je crois que c'est son dernier, en tout cas, que j'ai pas aimé du tout, que j'ai trouvé absurde mais pour rien, de façon totalement gratuite, et où il jouait très 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 mal, même si c'est plus ou moins voulu que son personnage joue mal, mais j'ai pas aimé du tout ce film en fait. Donc je vais pas citer cette notion-là de l'absurdité de George Clooney. C'est vraiment une notion de Man Who Stared at Goats qui est totalement absurde. Il joue un personnage qui se veut intelligent et beau et qui pourtant ne l'est pas forcément. Du coup voilà. Encore une fois, on est dans la dualité de George Clooney. Le fait que ce soit le mec qui a été je sais pas combien de fois nommé comme le plus sexy de la planète et que je suis sûr qu'il est loin d'être con. Et pourtant, il a choisi dans sa carrière pas mal de rôles où il jouait des mecs un petit peu gauche, quoi, en tout cas. Et voilà, et ce film m'a bien plu et je vous invite à aller le voir parce que vraiment, voilà, c'est cool. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Les portraits chinois, c'est une idée un petit peu con, mais j'ai croisé ça sur plusieurs tags, j'ai trouvé ça intéressant, et quand j'ai vu le site portrait-chinois.com, c'est pas du tout une pub pour eux, hein, c'est le premier truc que vous avez en tapant portrait chinois sur Google, j'avais trouvé des questions un peu plus originales que celles que je croisais dans les portraits chinois habituels, et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser aussi. Donc n'hésitez pas à prolonger un petit peu cette vidéo en me posant vous-même des questions dans les commentaires, j'essaierai moi aussi de vous en poser, histoire de faire un petit échange. Après tout, je pense que les fermes Tagoul sont vraiment là pour ça, pour qu'on puisse un petit peu apprendre à se connaître les uns les autres. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi de nouveau vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, je sais pas encore exactement laquelle je vais mettre ici, mais bon de toute façon elle est bien, hein, je fais que des vidéos bien moi de toute façon. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit ferme ta goule ensemble, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!